Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Représentant le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est à Dakar. Il participe au deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Il a rappelé dans sa déclaration les défis que connaît le continent africain, les réalisations et les engagements de l'Algérie pour un continent intégré et connecté. Le commandement des forces navales se dote d'un nouveau siège à Zeralda. Nous revenons dans ce journal sur cette cérémonie d'inauguration présidée par le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Ce 2 février coïncide avec la journée internationale des zones humides. Nous irons à Raï à découvrir comment un lac fait l'objet d'un projet de sauvegarde et à Ouargla découvrir le nouveau foyer des Flamants Roses. L'invité de ce 19h, Ilham Kabouya, directrice de la protection de la faune et la flore à la DGF. Nous revenons avec elle sur des questions essentielles sur la sauvegarde de nos zones humides et de notre biodiversité. La visite de Sanchez au Maroc est qualifiée d'humiliation par la presse marocaine, par la presse espagnole. Une visite qui intervient au moment où l'organisation américaine Freedom House accule le Maroc pour des questions de droits de l'homme. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, représentant le président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est à Dakar. Il a pris part aux travaux du deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. En nom de l'Algérie, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a rappelé aux participants l'expérience de l'Algérie et ses grandes contributions à moderniser les infrastructures du continent, rappelant la réalisation du projet de la transsaharienne et le projet de raccordement en fibre optique. Je vous propose d'écouter cette première déclaration. Notre réunion aujourd'hui confirme notre prise de conscience sur l'importance des infrastructures dans le processus de développement économique africain. D'où l'importance de cette réunion pour examiner les voies et moyens à même d'accélérer la cadence de réalisation des projets leaders prévus dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment la zone de libre-échange commercial ZLECAf. Dans ce contexte, l'Algérie est fermement convaincue de la nécessité d'accélérer la complémentarité régionale comme unique moyen et solution pour relever les défis de développement et mettre fin à la marginalisation et à la mise à l'écart de l'Afrique du parcours de mondialisation. Une conviction qui a incité l'Algérie à placer la nécessité de concrétiser le programme de développement des infrastructures en Afrique au cœur de sa mission africaine. Et lors de son allocution, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a rappelé l'importance vitale du gazoduc qui relie l'Algérie au Nigeria. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie veille scrupuleusement à la concrétisation du gazoduc transsaharien Lagos-Alger, un projet qu'elle suit en compagnie de nos deux pays voisins, le Niger et le Nigeria, afin d'accélérer la cadence de réalisation. Je saisis cette occasion pour confirmer l'importance de l'adéquation des projets enregistrés dans le programme de développement des infrastructures en Afrique avec les objectifs de notre agenda continental 2063, avec la nécessité de respecter les normes de l'Union africaine relative au choix des projets, notamment l'accord préalable des pays concernés par les projets choisis conformément à la charte constitutionnelle de notre organisation continentale. Et en marge de cette rencontre, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a été reçu par le président sénégalais Macky Sall. Placé sous le thème « Maintenir l'élan vers des infrastructures de classe mondiale en Afrique », ce sommet ambitionne de tracer des grands objectifs et mettre en place une feuille de route de développement au service d'une intégration africaine. Les détails avec Amélie Siritir. Il est question d'examiner les moyens de susciter l'intérêt du secteur privé pour des projets d'infrastructures régionaux et de mobiliser les financements nécessaires à leur réalisation.
Le deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique intervient sur fond de défis mondiaux découlant de la nouvelle donne économique qui impose à l'Afrique d'œuvrer à l'amélioration des infrastructures, principal levier de l'économie africaine, et d'agir sur plusieurs fronts pour mener à bien les projets de développement dans les pays du continent. Ce sommet ambitionne d'inscrire dans les recommandations les directives nécessaires pour accélérer le développement en Afrique. Et ce, à travers la conjugaison des efforts de tous les pays africains, affirme le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, qui a tenu à souligner la contribution de l'Algérie aux différents programmes de développement visant l'intégration continentale. L'Algérie a construit de nombreuses infrastructures d'envergure dans une démarche d'intégration régionale, parmi lesquelles l'autoroute Est-Ouest, la transsaharienne et des dizaines de ports, d'aéroports et de barrages qui constituent une plus-value pour l'intégration régionale et continentale. En février 2021, un programme de développement de l'infrastructure en Afrique a été adopté. Il prévoit 69 projets d'infrastructures prioritaires à réaliser d'ici 2030, accompagnés d'un plan de mise en œuvre et d'une stratégie de financement. Placé sous le thème « Maintenir l'élan vers des infrastructures de classe mondiale en Afrique », le sommet de Dakar vise à mobiliser des financements publics, privés et mixtes en faveur des projets infrastructurels prioritaires identifiés. Dans l'actualité de ce jeudi, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du commandement des forces navales à Zeralda, en présence du secrétaire général du ministère de la Défense, des commandants des forces, des commandants de la gendarmerie nationale, du commandant de la première région militaire et des chefs des départements et directeurs centraux de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale. Les détails avec Majda Jahmouna. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Suidani Boudjmaa, dont le nom est porté par le siège du commandement des forces navales, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative et récité la Fatiha sur son âme pure et sur celle de nos valeureux chouhada, pour procéder ensuite, et en compagnie du général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, à l'inauguration du nouveau siège du commandement des forces navales. Par la suite, le général d'armée a suivi un exposé exhaustif sur ce nouveau siège, présenté par les responsables en charge de la réalisation du projet, avant d'inspecter les différentes infrastructures qui permettront au personnel du commandement des forces navales d'accomplir dans les meilleures conditions les missions assignées avec le professionnalisme requis. القنوات وكذا نظام الاتصال الرقمي الانتقائي عبر المركز الوطني أنشئ في سنة 1995. المهام التالية جمع المواطنين. جسدت هذه الحركات التي التحرير القتالي سيادة الفريق. Le général d'armée a ensuite tenu une réunion avec les cadres du commandement des forces navales, durant laquelle il a donné un ensemble d'instructions et d'orientations convergents dans leur ensemble sur la nécessité de préserver ce nouvel édifice et redoubler les efforts à même de permettre la poursuite d'un travail assidu à la hauteur de la renommée de nos forces navales, particulièrement dans le domaine du développement de leurs capacités, la sécurisation de nos espaces maritimes et la mise en échec de toute éventuelle menace.
À l'issue de cette visite, le général d'armée a implanté un arbre avant de signer le livre d'or du commandement des forces navales. Lancement aujourd'hui à Alger de Africa CIPSA. Ce concours regroupe plusieurs chercheurs et porteurs de projets innovants au niveau continental pour présenter leurs projets dans le domaine agricole. Un concours qui ambitionne de répondre aux défis du dérèglement climatique et de contribuer aussi à assurer la sécurité alimentaire du continent. Commentaire de Walid Yousfi. Ces porteurs de projets sont rassemblés dans cet incubateur de Ouled Faïd pour participer à l'Africa CIPSA, un concours qui en est à sa 3e édition et qui regroupe plusieurs start-upers et porteurs d'idées innovantes dans le secteur agricole. Un secteur très impacté par le dérèglement climatique. La nouveauté dans cette édition est que nous avons mis en place un stand pour accompagner les porteurs de projets et les aider pour la création de leur entreprise et mettre en place des prototypes. Des innovations qui, une fois concrétisées, permettraient d'améliorer le rendement agricole et participer à assurer la sécurité alimentaire. Notre projet concerne le développement et la valorisation des plantes aromatiques et la meilleure façon d'extraire leurs huiles. On essaie en quelque sorte d'optimiser ce processus. Notre rôle est de trouver des solutions pour les agriculteurs, notamment ceux qui concernent le dérèglement climatique. Nous activons depuis 2017 et on essaye aujourd'hui de développer notre champ d'expertise. Nous sommes en discussion avec l'ASF pour bénéficier d'un fonds nécessaire à notre extension. Ce concours regroupe donc les meilleurs projets qui apportent une innovation dans le domaine agricole. L'annonce des lauréats de cette 3e édition se fera le 22 mai prochain. Et je le disais en titre, nous consacrons le dossier de ce 19h aux zones humides et à la protection de notre biodiversité. Pour commencer allons à Raya, où on essaye de sauver un lac et sa riche biodiversité. La zone industrielle de Ruiba serait responsable à cause de ces déversements d'eau polluée dans ce lac. Plusieurs voix demandent justement de classer tout le site comme une aire protégée. Reportage de Yannis Saïd Belkas. La zone humide du lac de Regaya est exceptionnelle de par sa situation géographique en plein environnement urbain. Considéré comme un dernier vestige des marais de la Mitidja, le lac de Regaya compte une biodiversité riche et abondante. Projet très important d'aménagement et de dépollution du site qui sera financé par la wilaya d'Alger sera en cours très prochainement. Donc la pollution arrive par les oueds qu'il y a à faire au niveau de ce site. Ils viennent de la zone industrielle de Ruiba notamment et de Boumerdès. Donc la question est d'arriver à éviter à ce qu'il y ait des rejets non traités au niveau de ces oueds pour que la pollution diminue et cesse et afin que ce lac puisse être non pollué. Classé réserve naturelle d'importance internationale en 2003 dans le cadre de la convention Ramsar relative aux zones humides, le lac fait objet d'une action prochaine à réaliser pour dépolluer le lac de Regaya, mais également de classer la réserve comme une aire protégée. Il est très très utile et urgent de classer cette zone en aire protégée par les lois algériennes. Il faut que tous les secteurs s'unissent et travaillent pour dépolluer cette zone parce qu'elle est très 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 utile et c'est le dernier, je dis bien, le dernier vestige de la Mitidja marécageuse. Il nous a été légué par nos ancêtres, on doit le léguer aussi pour les générations futures. Cela va nous permettre de classer ce site en aire protégée. Une fois la validation de la wilaya d'Alger est faite, le dossier est transmis à la Commission nationale pour la validation et la création des décrets, les décrets de classement et le décret de création de l'établissement de gestion. Conscient de l'importance de ce site pour la faune et la flore, mais aussi l'importance de rendre la zone humide aux oiseaux et autres animaux. Toutes les parties intervenant dans ces opérations de réhabilitation auront des missions précises tout en collaborant avec les autres secteurs.
Et l'invité de ce 19h est la directrice de la protection de la faune et la flore à la Direction générale des forêts, Ilham Kabouya. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous fais réagir par rapport à ce reportage et une question très simple. Comment assurer cet équilibre, puisqu'on parle d'un équilibre de biodiversité, cet équilibre qui permet à la fois de protéger nos lacs et nos zones humides, comme c'est le cas à l'Eraya, et de permettre aussi aux entreprises de travailler et de respecter aussi la législation en cours. Vous savez, une zone humide naturelle, l'équilibre y est d'une manière naturelle. Il y a un équilibre donc entre l'eau et la biodiversité. Ce sont les activités humaines non durables qui affectent cet équilibre. Et notamment, si on cite le cas du lac de Reghaïa, c'est les pollutions. Qu'est-ce qui peut affecter une zone humide et affecter vraiment ses fonctions écologiques? C'est une gestion irrationnelle de l'eau, c'est les diverses pollutions, notamment les eaux usées non traitées, et toutes les activités humaines non durables qui affectent un petit peu cet écosystème qui est très fragile, hein. Vous savez que les zones humides disparaissent 3 fois plus vite que les forêts. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, parce que c'est un écosystème fragile. Le cas du lac de Reghaïa est vraiment assez édifiant. Malheureusement, ce n'est pas le seul. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le lac de Reghaïa qui est pollué. Beaucoup de zones humides le sont. Le lac de Reghaïa, effectivement, attire l'attention parce qu'il est quand même, c'est une des rares zones humides dans l'Algérois notamment, et qui va permettre vraiment, si on arrive à rétablir cet équilibre, à la population algéroise de pouvoir aller se détendre, parce qu'aujourd'hui ce site est fermé à la population parce qu'il est tellement pollué qu'il est vraiment pas possible de laisser la population aller se détendre avec ses enfants, etc. au niveau de ce site. Il y a des voiles qui s'élèvent pour protéger toute la zone, en fait. Oui, effectivement, il faut protéger toute la zone. Commencez déjà par limiter la dégradation et limiter donc ces pollutions et ces eaux usées qui ne sont pas traitées. C'est déjà un premier point. Je voudrais aussi souligner qu'il est très important d'essayer de garder les fonctions écologiques des zones humides dès le départ. Pourquoi ? Parce que la restauration coûte de l'argent et met du temps. Les fonctions écologiques de ce lac mettront des années à se remettre. Et pourquoi en arriver là alors que dès le départ, on pourrait essayer à vraiment limiter donc ces pollutions et cette gestion irrationnelle. Et vous restez avec nous, nous allons suivre à présent un ornithologue passionné à Ouargla. Il suit et scrute entre autres la reproduction des flamants roses dans la zone humide classée par la convention Ramsar, notamment au niveau de la plus grande zone humide de Ouargla. Reportage de Hicham Daou. Cette région est souvent associée à l'activité pétrolière. L'or noir fait encore de l'ombre à d'autres trésors. On ne s'imagine pas qu'au milieu de cette nature désertique se cache un environnement magique. Des étendues d'eau à côté de magnifiques dunes de sable doré. Une zone humide est un terrain gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire. Les zones humides peuvent revêtir plusieurs aspects. Prairies ou forêts humides, marais, et se trouvent parfois là où on s'y attend le moins, comme ici dans cette région de Ouargla. Les zones humides du Sahara, et parmi elles les zones humides de Ouargla, les zones humides ont une source d'eau principalement qui vient du drainage des palmeraies qui sont voisines à ces zones humides. La deuxième source d'eau, c'est les eaux usées utilisées au niveau des ménages dans les villes. Monsieur Bouzid est un ornithologue, mais aussi un spécialiste des zones humides à travers le territoire national. Cette flore, elle abrite aussi une faune. Et parmi la faune qui existe au niveau de Aïl Beda, on a premièrement les oiseaux d'eau, qui est un indicateur biologique des zones humides. On a aussi des insectes, on a des reptiles, on a des amphibiens, on a même des poissons. Beaucoup de zones humides dans cette région de Ouargla sont classées par la convention Ramsar. D'autres, non moins importantes,
attendent de l'être à leur tour, comme ce magnifique lac de Sefioun. C'est la plus grande zone humide au niveau de Ouargla, donc elle s'étale sur 3000 hectares. Des centaines d'oiseaux migrateurs et sédentaires transitent par ces lacs salés. Parmi ces espèces, un oiseau prestigieux, le flamand rose. Il trouve en ces lieux un climat parfait pour se nourrir et se reproduire. Ces dernières années, ces espaces accueillants sont passés d'un lieu de transit à un lieu de vie permanent. Voilà pour ce reportage sur les zones humides à Ouargla et nous avons notre invité Ilham Kabouya. Cette question existentielle, pourquoi il est si important aujourd'hui de préserver nos zones humides? Alors, il y a bien sûr la biodiversité, c'est un élément très important, mais il y a aussi ce dérèglement climatique sans précédent qui nous impose un certain nombre de réflexions et un certain nombre de réflexes aussi. Oui, alors une mauvaise gestion des zones humides fait qu'elles se dégradent et elles disparaissent assez rapidement, mais il est vrai que le changement climatique aggrave cette situation. Nous avons bien vécu la sécheresse ces dernières années et il est vraiment important aujourd'hui d'asseoir une gestion vraiment rationnelle de ces sites de manière à ce qu'elles ne disparaissent pas. En tout cas, par rapport au reportage que l'on vient de voir concernant les oiseaux et les flamants roses, il faut savoir que l'Algérie, de par sa position géographique, fait le passage des oiseaux migrateurs. Et donc c'est une richesse inestimable qui est là. Et c'est bien pour ça qu'il faut absolument protéger ces sites de manière à ce que ces oiseaux continuent et pouvoir passer et avoir une halte. Cette richesse peut développer l'écotourisme, peut développer ce qu'on appelle le birdwatching. Il y a dans le monde beaucoup de passionnés d'oiseaux qui paieraient très cher pour venir observer certaines espèces rares notamment, ou comme ce qu'on vient de voir dans le reportage, ces flamants roses qui sont magnifiques. Et malheureusement aujourd'hui c'est un créneau qui n'a pas pu encore être développé et ça pourrait se faire aisément. Et peut-être c'est un moyen de sensibilisation aussi pour dire que c'est urgent aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement pour les générations futures, mais c'est pour notre génération qui est menacée. C'est une question existentielle et c'est ma dernière question. Effectivement, cette menace est réelle, elle est imminente. Donc effectivement, il faut quand même déjà penser d'abord à nous avant de penser aux générations futures. Comme vous le savez, l'histoire de l'eau est cruciale et de par le monde. Donc c'est une question sur laquelle nous devons nous pencher très sérieusement et aujourd'hui. Merci beaucoup Ilham Kabouya. Vous étiez notre invité aujourd'hui de ce 19h et vous avez parlé des zones humides et de leur protection. Merci Toujours beaucoup. À propos des zones humides, c'est sous ce slogan « Il est temps de récupérer les zones humides » que le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables a célébré cette année la Journée mondiale des zones humides. Plusieurs ateliers ont été organisés en plus du lancement d'une campagne de nettoiement de Oued el-Harrach. C'était en présence de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Samia Moualfi. Dans l'actualité de ce jeudi, on s'intéresse de près à la nouvelle stratégie adoptée par Naftal, une stratégie qui ambitionne de réduire la dépendance aux énergies fossiles pour préserver davantage nos ressources, une stratégie qui se base également sur la pédagogie et la sensibilisation. Reportage de Mariam Damis. Pour assurer une souveraineté énergétique, Naftal mise sur un modèle de consommation et un plan de sobriété d'usage en vue de changer les comportements et les habitudes de consommation. Objectif, opter pour l'énergie solaire et préserver les énergies fossiles, notamment le gaz naturel. On travaille aussi sur l'introduction des normes d'efficacité énergétique, la qualification des groupes de compétences hommes-énergie pour justement appliquer ces normes d'efficacité énergétique, les audits énergétiques et puis raisonner performance énergétique en termes de mesures et d'amélioration de la performance énergétique. Plus de 600 000 véhicules roulent au GPLC en Algérie. Selon les automobilistes que nous avons interrogés dans la station Temsguida, ce carburant propre coûte 2 fois moins cher, ce qui motive de nombreux automobilistes à l'adopter. L'essence coûte plus cher que le GPL. C'est pour cette raison que j'ai converti ma voiture et je peux circuler avec pendant une semaine sans faire le plein.
Personnellement, je n'ai pas trouvé de différence. C'est approximativement la même puissance. Sur le plan économique, il n'y a pas photo. Avec 60 litres, il y a une autonomie de 500 km à peu près. Le facteur prix a fait qu'il y a eu un engouement sur la demande du GPLC, notamment en termes de conversion, mais aussi en termes de vente de carburant GPLC. Les chiffres sont là pour le dire. Et puis aussi, c'est un carburant propre il y avait une appréhension au début, mais maintenant, avec ce facteur de prix, les gens viennent beaucoup plus facilement vers ce produit et qui est aussi un élément de la mobilité durable. À travers l'adoption du projet de la transition énergétique, Naftal compte économiser 11 millions de mètres cubes de gaz naturel, 93 000 barils de pétrole brut et éviter l'émission de 123 000 tonnes de CO2 d'ici 2030. De l'énergie à l'industrie, on s'intéresse dans ce journal à la zone industrielle l'Arbatash sur 135 hectares. La zone est partagée selon les secteurs et domaines d'activité avec une grande ambition, celle de créer 25 000 emplois permanents. Reportage de Badi Amal. Les ouvriers travaillent sans relâche pour achever les travaux de réalisation de la zone industrielle de l'Arbatash dans la wilaya de Boumerdes. Certaines usines sont d'ailleurs entrées en service, comme celle-ci spécialisée dans la fabrication de meubles et d'autres sont au stade de finition. Des travaux de terrassement sont par ailleurs en cours pour permettre à de nombreux projets de voir le jour. Alors notre projet, c'est une unité de production de meubles domestiques, bureautiques et hôteliers. Donc on est la première usine a démarré au niveau de la zone industrielle de l'Arbatash, qui est entrée en exploitation depuis fin 2020. Actuellement, on emploie plus de 25 personnes. Concerné المشروع تاعنا تاع 14 انا في لي فينيسيون تاعو وبربي ان شاء الله لي ماشي راح يدخلوا في مارس لهنايا وراح نشغلوا حوالي لهنايا حوالي 60 عامل. S'étendant sur une superficie de 136 hectares, la zone industrielle de l'Arbatash comprend 4 espaces. Le premier est dédié à l'agroalimentaire et à l'industrie manufacturière, le deuxième au secteur pharmaceutique et parapharmaceutique, le troisième aux accessoires automobiles et divers. Le dernier est réservé aux services. Ces entreprises permettront la création de nombreux emplois. On a créé 145 projets, dont 31 projets sont en cours de réalisation. Une entreprise ou un projet qui est déjà en activité. On a plusieurs projets qui sont achevés et d'autres qui sont réalisés à plus de 80%. On envisage de créer plus de 25 000 postes pour les jeunes au niveau de la wilaya de Boumerdes. Avec plusieurs réunions, sous la présidence de Mme Dictis, les jeunes classés de M. Louali, on a arrivé jusqu'à présent de finaliser la OP 100%, l'assainissement 100%, les télécoms 100%. Grâce à l'accompagnement des autorités locales, le chantier sera livré dans les délais impartis. La wilaya de Boumerdes, qui était jadis une wilaya agricole par excellence, est devenue une wilaya à vocation industrielle et touristique aussi, d'où la réalisation de la zone industrielle de l'Arbatash qui compte parmi les 6 zones qui sont gérées par l'ANIREF et suivies par le Conseil national de l'investissement. Donc c'est une zone prometteuse. La zone est prévue en réception durant ce premier trimestre. Une unité déjà est opérationnelle, elle est entrée en exercice déjà en 2022. 2 sont bien avancées, elles dépassent les 80% et les autres, nous les suivons pour qu'elles puissent entrer en activité, certaines durant cette année et les autres début 2024, Inch'Allah. Considérée comme un projet d'envergure, la zone industrielle de l'Arbatash est un exemple d'investissement créateur de richesse. Comme je vous l'ai dit, c'est une zone parmi les 50 zones créées au niveau national et elle figure en tête des 6 zones qui sont suivies par le gouvernement pour être opérationnelles durant cette année. Nous œuvrons au niveau de la wilaya de Boumerdes dans le cadre des directives de M. le Président de la République pour lever toutes les contraintes. Connue surtout pour être une wilaya à vocation agricole, Boumerdes est en passe de devenir un pôle industriel par excellence. Dans l'actualité internationale au Maroc, la visite de Sanchez fait réagir la classe politique et les médias espagnols. Podemos boycotte cette visite et les médias espagnols la qualifient d'humiliation pour leur chef du gouvernement. Les détails avec Raouf Hamouche.
séjour de Pedro Sánchez au Maroc s'avère d'ores et déjà comme un échec diplomatique pour les deux parties. L'absence de Mohamed VI, injustifiée, inexpliquée, est considérée comme une douche froide pour la délégation espagnole, qui insistait depuis des jours sur le fait qu'il s'agit d'un rendez-vous historique. Les médias espagnols parlent déjà d'humiliation pour Sánchez et éternisent sérieusement l'engagement réel du Royaume du Marzén à maintenir un nouveau partenariat, comme indiqué dans une déclaration commune faite en avril 2022. Cette lune de miel déguisée entre Rabat et Madrid survient au moment où une résolution du Parlement européen accable Rabat pour le non-respect de la liberté de la presse et des droits de l'homme. Ce voyage a été boycotté par la formation de gauche Podemos, membre de la coalition gouvernementale, expliquant son opposition au virage unilatéral de Sánchez sur le Sahara occidental. En Espagne, l'étau se resserre sérieusement contre le gouvernement Sánchez. Il y a quelques jours, les Espagnols battaient le pavé pour dénoncer une politique économique obsolète et des décisions diplomatiques hasardeuses. Une visite qui coïncide avec une campagne de solidarité lancée par l'organisation américaine Freedom House, qui a appelé à la libération du leader des manifestations du Rif, Nasser Zefzefi, en prison depuis 7 ans, et alerté sur la dégradation de l'état de sa santé en raison des conditions inhumaines de sa détention. Et ainsi va l'actualité. Ça, France au journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.